Pensée stratégique avec Daniel Desesquelles. Bonjour et bienvenue pour ce 5e numéro de Pensée stratégique. Pensée stratégique, le podcast de l'Acadème, l'Académie de défense de l'école militaire, et de la DICODE, la délégation à l'information et à la communication de la défense. Chaque mois, nous vous proposons un rendez-vous stratégique pour mieux appréhender la marche du monde aujourd'hui, renseignement et démocratie. Longtemps, le monde du renseignement a navigué en eau trouble. Les plus anciens ont en mémoire les propos d'un général patron de la DGSE qui voulait couper les branches pourries au lendemain d'une opération pour le moins foireuse. Il y a 20 ans ou 30 ans, le renseignement était l'occasion de se lancer dans une deuxième carrière pour ceux qui avaient un peu raté la première. Et puis, le terrorisme islamiste s'est imposé à nous tous, et le renseignement qui s'est réformé, structuré, développé, est devenu une priorité nationale. La menace terroriste demeure plus que jamais, et la France qui vit en état de vigilance urgence attentat en est la preuve. Mais avec l'invasion russe en Ukraine, la menace étatique refait surface et c'est un nouveau chapitre dans l'histoire de l'espionnage et du contre-espionnage qui s'ouvre désormais. Le monde du renseignement face au défi d'un monde chaotique, c'est le thème de ce nouveau numéro de Pensée stratégique, mais nous aborderons aussi la question de l'enracinement des services, comme on les appelle, dans un univers démocratique où les citoyens manifestent une défiance à l'égard de l'État et de ses institutions. Je vous présente les invités qui nous ont rejoints. Bonjour Jean-François Guéraud. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'Académie du renseignement. Et l'Académie du renseignement, en quelques mots. L'Académie du renseignement est toute une jeune institution qui a été créée en 2010 afin de former les membres, les hommes et les femmes des services de renseignement français. Il y a en France 10 services de renseignement et donc nous formons les hommes et les femmes à la fois des services intérieurs, extérieurs, civils et militaires. Et l'Académie du renseignement est rattachée à la fois au service du Premier ministre et à la présidence de la République à travers la coordination nationale du renseignement et de la lutte contre le terrorisme. Alors on dit l'Académie du renseignement, on aurait pu dire l'Université du renseignement. Le terme académique convient, il est très bien. Philippe Hayet, bonjour. Bonjour. Vous enseignez les politiques du renseignement à Sciences Po Paris et vous avez été directeur adjoint du renseignement à la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, et vous êtes aussi le co-auteur avec Jean-Claude Cousteran de Renseigner les démocraties, Renseigner en démocratie, paru chez Odile Jacob en 2015. C'est un livre plus actuel que jamais. C'est un livre qui tient surtout aux enseignements que nous avons dispensés avec Jean-Claude Cousteran, qui fut mon directeur général à la DGSE. Et je crois qu'on peut y trouver effectivement un certain nombre de facteurs de compréhension de ce monde complexe. On y revient vraiment à la fin de cette émission. Bonjour Général Bruno Dahan. Bonjour. Vous avez été le numéro de la DRM, la Direction du renseignement militaire, et puis par la suite le responsable de la sûreté de Naval Group. Naval Group, c'est l'entreprise française qui construit les grands bateaux gris et les bateaux noirs qui vont au fond de la mer, c'est ça ? C'est bien ça, monsieur. Donc Naval Group, c'est une entreprise de 16 000 collaborateurs qui conçoit, construit, entretient des navires de combat de surface, des sous-marins, pour son premier grand client, la marine française, et pour des clients aussi à l'exportation. Et qui suscite parfois des curiosités un peu malsaines. Évidemment. Alors, Jean-François Guéraud, j'ai tout de suite envie de vous poser cette question qui s'impose pour un journaliste qui fait de l'information. C'est quoi la différence entre l'information, une information, et un renseignement ? Ça, c'est la grande question. C'est même un sujet pour les universitaires qui est très débattu. On peut dire que un renseignement, c'est une information ayant une valeur ajoutée, mais cette valeur ajoutée tient à une finalité. C'est-à-dire que la différence entre une information et un renseignement tient très souvent et essentiellement à un besoin exprimé par l'État. C'est-à-dire qu'un renseignement peut aider un gouvernant à prendre une décision. Un ensemble de renseignements peut aider un ministre, un président de la République à prendre une décision. Oui, en fait, il y a deux grandes fonctions du renseignement. Le renseignement peut servir en effet, comme vous le dites, à de la décision, c'est de l'aide à la décision politique, diplomatique, militaire, etc. Et puis la seconde grande fonction, c'est une fonction plus tactique, plus opérationnelle, c'est une fonction d'entrave et de prévention. Exemple en matière de contre-terrorisme lorsqu'il y a des interpellations. Alors, on va rester très basique, Philippe Hayet. Espionnage versus contre-espionnage. Il y a les deux grands services les plus connus en France sont la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, et la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Puis il y en a un troisième, pas vraiment connu du grand public, c'est la DRM, la Direction du renseignement militaire. Comment ça, voilà, où commence le travail de l'un, où s'arrête le travail de l'autre, pour qu'on essaie d'y voir un petit peu plus clair. Tout le
monde n'est pas ici, parmi nos auditeurs, des spécialistes du monde du renseignement par définition. Alors, le renseignement français n'est pas un jardin à la française. C'est pas une construction logique, c'est une construction historique. Il y a une histoire des services qui explique pourquoi nous avons X services de renseignement en France, une dizaine, et pourquoi d'autres pays n'ont pas le même nombre. Mais en réalité, il y a effectivement des dominantes. La DGSI que vous avez citée, c'est un service qui relève du ministère de l'Intérieur et qui a donc le territoire comme assise, au sens élargi, et donc les menaces contre le territoire national et contre les ressortissants français. La DGSE que vous citez est l'héritier d'un service de renseignement extérieur qui travaille à l'étranger à titre très principal, là aussi pour prévenir, détecter les menaces contre nos intérêts. Et nos intérêts ne sont pas simplement sur le territoire, ils sont aussi à l'étranger, nos ressortissants, nos ambassades, nos entreprises. Voilà un exemple de couple. Dans la plupart des pays, on retrouve un renseignement intérieur, un renseignement extérieur. Il existe aussi dans la plupart des pays un renseignement militaire, car les armées, mais le général Dran le dira mieux que moi, ont toujours besoin d'un deuxième bureau, d'un éclairage militaire. Après, on a des créations plus particulières. Pourquoi ici il y a un renseignement douanier? Pourquoi là il y a un renseignement naval et pas simplement militaire? Ce sont des particularités qui font il n'y a pas un nombre fixe de services dans un pays. C'est vous, général Dran, qui allez nous expliquer. La DRM, elle sert à quoi? Elle s'intéresse à quoi? Alors, la direction du renseignement militaire, j'allais dire, on va commencer par les chocs un peu fondateurs qui ont créé des services, comme la direction du renseignement militaire. Vous parliez de l'émergence du terrorisme. La direction du renseignement militaire, elle a été créée après la guerre du Golfe, retour des opérations militaires à caractère violent dans laquelle s'engageait l'armée française, ce qui n'était pas le cas quand même depuis quelques années. Et donc ça a amené, sous le temps du ministère des Armées JOX, à la création de la direction du renseignement militaire. Après ça, ce qu'il faut voir quant à la création du renseignement militaire, qui consistait surtout au départ à rassembler des services par armée et à rajouter aussi des moyens, notamment de recueil, c'est l'arrivée en même temps des satellites d'observation comme Helios. Donc là, on a en même temps une augmentation de moyens pour combler un certain nombre d'insuffisances. Et ce qu'il faut voir pour un service de renseignement, c'est quelles en sont les autorités et quel en est le périmètre. La direction du renseignement militaire, quelles en sont ses autorités? Le directeur du renseignement militaire, il a en réalité deux autorités. Il a le ministre des Armées et il a le chef d'état-major des armées. Ensuite, en tant que zone de responsabilité, il a le renseignement militaire. Je vais vous donner un exemple. Un renseignement militaire, c'est quelles sont les forces militaires de tel acteur en potentiel en présence. Ça, c'est un renseignement militaire avant décision. Un renseignement militaire, comme l'a évoqué le commissaire général Guéraud, ça peut être aussi un renseignement à fin d'action, c'est-à-dire où se trouve tel katibat terroriste au Sahel. Donc ça, c'est un renseignement militaire. Après, sa deuxième grande responsabilité, c'est le renseignement d'intérêt militaire. Par exemple, quel est le potentiel de l'industrie de défense de tel adversaire potentiel. Alors, Jean-François Guéraud, pour beaucoup, le renseignement, c'est le domaine exclusif des militaires et des policiers. En réalité, il est beaucoup plus large. Il y a beaucoup de civils qui travaillent dans l'univers du renseignement. Et le renseignement, ça va au-delà des affaires des policiers et des militaires. Oui, c'est tout à fait exact. Alors, si on parle sociologie, il y a en effet des militaires, des policiers, il y a aujourd'hui des contractuels. Donc, il y a une diversité d'origines, mais au-delà du renseignement strictement policier, comme celui de la DGSI, ou du renseignement strictement militaire, comme celui de la DRSD ou de la DRM. La DRSD, c'est la sécurité militaire, comme on disait par le passé. Il y a aujourd'hui un renseignement douanier avec la DNRED, il y a un renseignement pénitentiaire avec le Service national de renseignement pénitentiaire. Il y a même un renseignement financier avec Tracfin. Donc en réalité, nous avons un écosystème d'une très grande variété, d'une part sociologique et d'autre part une très grande variété dans les missions. Alors, je l'ai dit en introduction, le monde du renseignement s'est profondément développé il y a une vingtaine d'années. Avant, comme je l'ai dit, on mettait les plus médiocres au renseignement. De quand date cette prise de conscience de l'importance du renseignement, Philippe Hayet? Parce que maintenant, on a tendance à mettre les meilleurs. C'est pas... C'est plus subtil que ça, je pense, parce que il y a des filières différentes dans l'enseignement et l'intérêt de faire carrière ou d'être affecté dans l'un des services qui dépendent de plusieurs ministères a pu varier. Bon, et ce que vous dites est probablement vrai plutôt mais je laisserai là aussi Général Dran commenter, pour le renseignement militaire.
Bon. En réalité, l'attrait pour le renseignement vient de sa publicité, qui est liée en effet à la montée en puissance du phénomène terroriste. Et donc, au-delà de ce que fait le renseignement, il fait beaucoup de choses, et il intervient dans beaucoup de circonstances. Le fait générateur de l'expansion des services, de la structuration de notre renseignement national, mais c'est vrai aussi dans notre communauté, c'est en gros quelque chose qui s'est situé dans les années 80-90, qui a été magnifié évidemment par le 11 septembre, il faut dire 2001, parce que les jeunes ne savent plus de quelle année il s'agit, le 11 septembre, les tours américaines de New York, et qui a conduit tous les États à prendre en compte de manière beaucoup plus directe, investir en moyens, investir en technique, investir en système de pilotage et de contrôle, on y reviendra peut-être, du renseignement. Et donc cette publicité, cette simplicité du renseignement qui a conduit les citoyens de nos pays, de nos démocraties, à rendre compte que finalement le renseignement était une forme de service public, au-delà d'être simplement un outil de puissance publique, comme ça a été dit, pour le Conseil du Prince, a rendu tout à fait compréhensible le renseignement et les carrières qu'on pouvait y faire, parce qu'effectivement il y avait des ambitions, il y avait une visibilité, il y avait une sorte de gratification plus intéressante pour notre jeunesse. Alors aujourd'hui, vous nous expliquez ça en dehors du micro, il y a un concours pour entrer à la DGSE, et c'est pas si facile que ça d'entrer à la DGSE. Non, c'est le seul service qui est un concours spécifique. Il y a des concours, hein. On est commissaire de police par concours, il y a diverses manières on est magistrat par concours, mais pour des raisons là aussi un peu historiques, la DGSE a un concours propre pour former cette population de base, qui sont ces civils, hein, bien sûr, puisqu'il y a aussi des militaires, et c'est un concours qui a une très forte, j'allais dire excessive attractivité, puisqu'effectivement, l'ordre de grandeur, c'est 1000 candidats pour 25 postes. C'est considérable. C'est considérable, c'est plus sélectif que l'ex-Sénat, donc on se presse plus pour entrer à la DGSE que dans la haute fonction publique. Alors justement, qui se presse pour entrer à la DGSE? Est-ce que le phénomène, évidemment, que vous expliquez, le fait que le terrorisme, ça parle à tous les citoyens, alors que le renseignement militaire, ça reste évidemment plus un concept pour la plupart des citoyens, le fait que le renseignement du terrorisme a été popularisé notamment par des séries télévisées, je pense au Bureau des légendes, ça crée des vocations Qui est attiré par le monde du renseignement? Eh bien, tout simplement des patriotes, c'est-à-dire que c'est la même population qui s'engage, par exemple, pour être militaire ou pour être policier. Il faut aimer son pays, avoir le sens de la souveraineté, avoir le sens de l'histoire. Ce sont d'abord des patriotes. Oui, j'imagine qu'il y a des tas de Français qui sont pas forcément patriotes dans l'âme en disant je suis un patriote, je vais aller à la DGSE, je vais devenir commissaire. Il y a aussi des tas de gens qui, parce que le métier peut être séduisant, il y a une dimension aventureuse, voilà, il y a aussi cette dimension, Philippe Hayet. Oui, à l'évidence, pour avoir observé cette jeunesse qui s'engage, parce que son engagement est effectivement importante, hein, et c'est ce que nous cherchons. On ne cherche pas simplement des gens qui sont fascinés ou qui s'intéressent à ce qui brille. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'il y a deux autres moteurs. Il y a celui que vous soulignez qui est une espèce de fascination un peu romanesque. On a le sentiment, la fiction a joué son rôle. Un monde d'aventure et de passion. Un monde d'aventure dans un monde par ailleurs désenchanté. Donc voilà, une manière de... Et puis il y a l'émotion. Moi j'ai vu beaucoup, et on revient sur l'engagement, mais on ne construit pas une carrière sur l'émotion. Après le 13 novembre 2015, donc les attentats du Bataclan, un certain nombre de jeunes Français, et ça ne vaut pas que pour les services, c'est vrai pour les réserves de la police, de la gendarmerie, etc. On dit, qu'est-ce que je peux faire? On est frappé, etc. Comment s'engager? Donc vous avez l'émotion, la fiction, un fond évidemment de patriotisme que nous cherchons patriotisme c'est un grand mot, un très grand mot, à convertir en engagement réel, car la vie dans les services, c'est pas un roman. Alors, pour qu'on prenne conscience un peu de l'importance des services, parce qu'on dit toujours les services, hein, voilà, quand on dit les services, on pense toujours au service des renseignements, hein, l'univers, la communauté du renseignement. Hein. Donc on avait compris 10 institutions, 10 directions, et quels moyens, quel budget, combien d'hommes au total? Si on prend les 10 services de renseignement, on a à peu près 21 000 à 22 000 personnes en France, donc c'est un chiffre important qui ne cesse de croître et d'augmenter depuis les années 90, avec un phénomène d'accélération à partir de 2015-2016 en raison donc de la menace terroriste. Alors, les moyens humains sont en augmentation, les moyens financiers, budgétaires, évidemment, et puis la loi n'a pas cessé, en particulier depuis 2015, de donner des moyens juridiques, des pouvoirs juridiques accrus aux services de renseignement. Et à partir de 2015, on pourrait remonter à 1991 avec la loi sur les écoutes administratives, mais surtout depuis 2015, on a un phénomène absolument nouveau et révolutionnaire dans notre dispositif, qui est un phénomène de normalisation des services de renseignement. C'est-à-dire que depuis 2015, les services de renseignement fonctionnent dans le cadre de la loi avec des outils juridiques. Donc ils sont sortis
de l'ombre et en partie de l'illégalité. Ah oui, c'est ça. On était, comme je disais dans mon introduction, en eau trouble il y a une trentaine d'années. On n'est évidemment pas forcément dans la transparence, car le renseignement n'est pas forcément transparent, mais on est dans une certaine forme de clarté. On est dans la légalité, tout simplement. Alors, il y a une succession de lois, et la loi qui structure un peu le renseignement aujourd'hui, c'est la loi du 24 juillet 2015. Donc, c'était la présidence Hollande, mais ça avait commencé déjà avec la présidence Sarkozy avant, avec des lois en 2009, 2010. Par exemple, la création de l'Académie du renseignement que vous dirigez, c'est 2010. C'est 2010, mais l'année précédente, en 2009, avait été créée la première version d'une coordination nationale, la coordination nationale du renseignement, rattachée à la présidence de la République, et cette institution absolument cardinale et centrale aujourd'hui dans notre dispositif a été recréée en 2017 avec l'élection du président Emmanuel Macron qui a donné à la coordination nationale du renseignement beaucoup plus de pouvoir. Elle est même devenue coordination nationale du renseignement et de la lutte contre le terrorisme. Alors, le renseignement remonte systématiquement au président de la République. Oui, parce que l'une des deux fonctions du renseignement, comme je l'ai précisé tout à l'heure, c'est bien d'être une aide à la décision. Il faut que toutes ces informations qui ont été recueillies, documentées, analysées, mises en forme ensuite, servent. Et elles doivent d'abord servir le pouvoir politique pour la conduite des intérêts fondamentaux de la nation. Alors, vous avez travaillé justement dans ce conseil... Coordination nationale du renseignement et de la lutte contre le terrorisme. Vous avez même été parmi les premiers collaborateurs de cette coordination au niveau présidentiel. Une multitude de renseignements qui remontent au président où il a vraiment une synthèse tous les jours. Comment Les services de renseignement rédigent tous les jours des notes pour leur ministre de tutelle et ces notes parviennent également à la présidence de la République, évidemment, pour aider le président dans ses décisions les plus fondamentales. Alors, tous les services ont bénéficié, général Bruno Dran, d'une montée en puissance. Alors, la DGSE, la DGSI, la DRM, tous les services ont bénéficié de plus de moyens humains, plus de moyens techniques, des budgets qui ont beaucoup plus importants. Tout le monde a bénéficié de cette prise de conscience du pouvoir politique que le renseignement, ça devenait extrêmement important et ça devenait une priorité nationale. Comme c'était évoqué tout à l'heure, déjà le renseignement, que ce soit pour une décision politique ou en vue d'une action militaire ou d'un conseil militaire auprès d'une autorité politique, c'est un préalable, c'est un prérequis indispensable. Après, pour revenir à la montée en puissance votre sujet, c'était la montée en puissance ou la création, parfois aussi simultanée des services de renseignement. Ce qu'on peut observer donc aux environs de la guerre du Golfe, c'est effectivement une montée en puissance de certains services. La guerre du Golfe, 1991. La première, 91-92. Celle dans laquelle la France s'engage. Ce qu'on voit apparaître, c'est quand même une montée en puissance en échelon, j'allais dire parfois différé, selon les services. Et aussi par thématique. Ce qu'on peut voir par exemple à cette époque-là, la création de la direction du renseignement militaire. Simultanément, la direction du renseignement militaire prend un certain leadership en termes d'imagerie, notamment spatiale, avec l'arrivée du satellite Helios, etc., qui donne un vrai plus à la France et une certaine indépendance de jugement grâce à ça. En parallèle, d'autres services, eux, ont un effort très important sur d'autres domaines qui sont du renseignement technique, mais pas tellement imagerie, qui sont des domaines plutôt qu'on appelle dans le jargon SIGINT, égale, appelons un chat, les écoutes. Donc selon les services et les époques, les efforts sont répartis et arrivent parfois avant ou après les autres. Philippe Hayet, quand on a un renseignement, on n'a pas forcément envie de le partager ? Ça dépend quoi. Ça dépend dans quel domaine. On ne le partage pas avec tout le monde. Mais par exemple, un renseignement sur une menace terroriste, il y a au contraire une obligation, une urgence, quel que soit le service, entre parenthèses, de le partager, notamment avec les services du ministère de l'Intérieur qui sont chargés de la coordination sous l'autorité des autorités politiques qui ont été indiquées. Donc le renseignement, c'est une valeur. Donc tout ce qui a une valeur s'échange, se partage avec des services étrangers, entre services bien entendu. On donne une vision, il faudrait pas uniquement rester à une vision très pyramidale du renseignement, très présidentielle. C'est important, c'est très important même, que nos chefs d'État depuis donc une quinzaine d'années s'intéressent directement au renseignement, en bénéficient directement, et des outils auprès de proximité qui ont été indiqués. Mais le renseignement, en fait, il est utile pour la prise de décision publique.
Bon, on est dans le cadre de l'État au sens large. On ne parle pas de renseignement au profit des entreprises, c'est d'autres choses. Et donc, l'évolution, par exemple, de la menace, et je voudrais le souligner, c'est qu'aujourd'hui, ce sont nos décideurs déconcentrés qui ont besoin d'informations. Le renseignement, pour parler du renseignement intérieur, vous avez évoqué la DGSI qui s'est construite comme un renseignement presque stratégique au service des plus hautes autorités de l'État, le ministère de l'Intérieur, le Premier ministre et le Président de la République. Eh bien, parallèlement à ça, nous avons une montée en puissance récente. Vous parlez d'équilibre des services. Et là, pour le coup, il y a eu une descente et une remontée de ce qu'on appelle aujourd'hui le renseignement territorial. Qu'est-ce que c'est que le renseignement territorial? C'est un service qui dépend du ministère de l'Intérieur, une direction qui dépend maintenant du ministère de l'Intérieur, donc l'autre service de renseignement du ministère de l'Intérieur. Et donc, finalement, le principal... Ce qu'on appelait avant les renseignements généraux. Exactement, c'est tout à fait ça, qui a changé 3 fois d'appellation entre-temps. Quelle est la dernière appellation? Alors, la Direction nationale du renseignement territorial, qui a été récemment érigée en direction, c'était encore un service il y a quelques trimestres. Bon, eh bien, ce renseignement, il sert à quoi? Il sert, je vais vous dire les choses simplement, au préfet. Aux représentants de l'État sur les territoires. C'est un service qui, je laisserai évidemment Jean-François Quérault qui connaît mieux que moi le sujet, qui compense la centralité de la DGSI par un réseau assez fin, un service auprès des 100 préfectures que nous avons sur le territoire métropolitain et en Outre-mer pour prévenir les violences, les désordres, les manœuvres d'espionnage, y compris quand on est dans le tissu économique. Vous voyez. Donc c'est pas, je voudrais pas qu'on s'arrête simplement en disant c'est le renseignement pour le chef, c'est très beau de servir le président de la République, on sert tous le président de la République quand on est fonctionnaire, mais c'est important aussi de montrer qu'il y a des clients ou des autorités qui sont également des consommatrices de renseignements sur les territoires. Alors, quand on parlait du renseignement avant cette réforme, ce développement, etc., on parle toujours de la guerre des services. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est atténué? C'est pour ça que je veux dire, le partage du renseignement, est-ce qu'on est plutôt dans la coopération aujourd'hui plutôt que dans la compétition? C'est comme chacun peut avoir sa réponse. La guerre des services, c'est une expression, pardonnez-moi, journalistique, qui est une compétition, une forme de rivalité un peu sportive. On voit bien la compétition qui peut exister entre des équipes, ou même au sein d'une équipe, c'est normal. Et après tout, c'est pas forcément malsain. Dès lors qu'on n'a pas bordé les compétences de manière extrêmement stricte avec je reprends mon image du jardin, avec du gravier au milieu, il est normal que entre la DRM qui fait du renseignement d'intérêt militaire au profit principal du chef d'état-major des armées et du ministre de la Défense et la DGSE qui fait du renseignement stratégique mais qui porte également sur les questions militaires, il y ait des recoupements, etc. Ça n'est pas malsain. Ce qu'il faut, c'est que ça conduise au contraire, comme encore une fois dans une sorte d'émulation, les services en question à donner le meilleur d'eux-mêmes, et que cette compétition, et je ne parle pas de guerre, soit tempérée par l'autorité. Au bout d'un moment, il faut, et c'est très bien maintenant, il y a une autorité politique, ça peut être le ministre au sein d'un ministère quand il y a plusieurs services qui en relèvent, et c'est le cas du ministre de l'Intérieur pour les 2 services que nous avons mentionnés, c'est le cas du ministre de la Défense ou des Armées pour les 3 services qui relèvent directement de son autorité, des GSE, DRM et donc des RSD, et ça peut être éventuellement le Premier ministre ou le chef de l'État si c'est nécessaire. Jean-François Quérault, vous vouliez réagir? En fait, on a connu 2 périodes. Avant le début du XXIe siècle, on était dans un système très compétitif où certains services se chamaillaient ou ne se parlaient pas entre eux. Et depuis le début du XXIe siècle, cette époque est totalement révolue. Nous ne sommes plus dans un système de compétition, nous sommes dans un système de coopération. Et l'existence d'une coordination nationale du renseignement depuis 2009-2017, justement, a été utile pour mettre fin à une situation qui n'était pas acceptable. Le coordonnateur national en France, c'est en fait un chef d'orchestre qui s'assure que tout le monde joue en même temps et sans fausse note de la même partition. Et aujourd'hui, il n'y a plus de politique de copie cachée entre les services. Il y a un niveau de coopération en France entre les services qui est tout à fait exceptionnel et peut-être unique au monde. Alors, dans l'univers du renseignement, on parle souvent de communauté du renseignement. Alors, derrière ce mot, qu'est-ce qui se cache? Qu'est-ce que ça veut dire, communauté du renseignement? Philippe Hayet. Oui, c'est un concept d'origine américaine qui remonte aux années, à l'après-guerre. Une communauté américaine un peu emblématique du renseignement, Intelligence Community, et peu à peu, tous les pays, même si c'est pas leur tradition culturelle, ont accepté cette vision d'un ensemble. Une communauté, c'est quoi? C'est un ensemble d'administrations, de services, de statuts administratifs variés qui forment le monde du renseignement. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un dedans et un dehors. Cette communauté, elle est non seulement liée par une pratique professionnelle, éventuellement des échanges, des productions sur des sujets communs, mais aussi elle est dans le cercle du secret. On n'a pas encore prononcé ce mot, mais il existe. La communauté du renseignement, c'est parce que le renseignement, c'est aussi une affaire secrète au sens de ce qu'on va chercher et de ce qu'on protège, bien entendu. Et donc voilà. Et donc vous avez une communauté humaine, une communauté administrative qui est pilotée de plus en plus parce que le coordonnateur que la France a adopté tardivement existait au Royaume-Uni, existe aux États-Unis depuis les attentats de 2001. Vous voyez. Et à peu près, on a maintenant cette idée d'une communauté dans des pays qui n'ont pas cette tradition
tradition anglo-saxonne. Jean-François Garot. Oui, la notion de communauté est une notion juridique et institutionnelle qui est gravée dans le marbre de la loi, dans le Code de la sécurité intérieure, mais c'est aussi une réalité humaine et sociologique, c'est-à-dire qu'à travers tout un tas d'instruments de coopération et entre autres à travers les formations communes à l'Académie du renseignement, nous faisons tout pour que les membres des services, quelle que soit leur mission et quel que soit leur statut, aient une anthropologie commune, une grammaire commune, une syntaxe commune. Et derrière la notion de communauté, en fait, c'est tout simplement l'idée d'une fraternité. Alors, l'idée de communauté, c'est différent de l'idée d'une alliance. Je fais référence, par exemple, au président de la République, qui, il y a quelques jours, au lendemain de l'attentat terrible de Moscou, a proposé au président Poutine et à travers le président Poutine au Kremlin, la Russie, une aide de la France dans le cadre du renseignement, alors qu'évidemment, la France est en opposition, soutient l'Ukraine et donc en opposition à la Russie. Donc, la notion d'allié et de communauté, c'est bien différent. Oui, en matière, là, vous passez sur le champ transnational, international, mais peut-être un mot sur la communauté avant d'en venir à votre question. Une autre manière de dire les choses aujourd'hui, c'est que depuis la loi de 2015, est un service de renseignement fait partie du monde du renseignement, une entité, donc un service d'État bien entendu, qui est autorisé à utiliser des techniques de renseignement qui sont protégées par la loi et qui sont exclusives. C'est une sorte de régulation par le monopole. Les services de renseignement ont le monopole. Si demain une entité administrative estime qu'il est utile, je ne parle pas du judiciaire, de mettre une balise sous votre voiture, eh bien il faut que ce soit un service et il faut que ce soit selon une procédure qui est très encadrée. Bon, et donc c'est ça qui définit. C'est le fonctionnel, c'est pas une sorte de label, d'élection, de club. C'est vraiment des services qui rentrent sous la loi et qui, par un professionnalisme, acceptent de jouer ce jeu des procédures. Notamment dans le cadre de cette fameuse loi de 2015, du 24 juillet 2015. C'est la loi qui a prévu, la loi et les décrets d'application bien sûr, qui a prévu un ensemble de techniques qui sont soumises à contrôle particulier pour leur emploi, et donc on pourrait en parler si vous le souhaitez, ce sont les procédures particulières. Votre question portait sur le transnational. Alors, effectivement, il n'y a pas d'alliance en matière de renseignement. Il y a l'Alliance Atlantique, et il y a aussi les clubs. Alors, peut-être que le général Dran aura une opinion différente, parce que dans le monde militaire, on coopère plus, parce que tout ça est formaté. J'ai parlé tout à l'heure des deuxièmes bureaux. Bon, mais il y a des partenariats, il y a des opportunités, il y a des coopérations beaucoup plus importantes qu'on ne le croit, y compris entre des États qui ne paraissent pas publiquement comme des amis. Parce qu'il y a des complémentarités, on pourrait y revenir si vous souhaitez. Et donc, il faut se rendre compte qu'effectivement, tout le monde coopère avec tout le monde, ou presque, en fonction d'intérêts et de pragmatisme particuliers. Gérald Ross, que Philippe Hayet vient de dire, c'est qu'on ne travaille pas forcément avec ses amis, et même pas forcément, quoi. On a parfois ce qu'on appelle des alliés de circonstance, qui sont parfois aussi en même temps des ennemis de circonstance. Moi, je vais me permettre de revenir sur cette tarte à la crème de la guerre des services. Déjà, une grande parade à la guerre des services, c'est la notion de périmètre distinct, qui soit en responsabilité, en autorité ou en périmètre géographique. La DGSE, elle a un E comme extérieur, la DGSI, elle a un I comme intérieur. Ensuite, on peut parler aussi à travers ces coopérations. Moi, j'en témoigne, j'avais 13 ans dans différents services de renseignement, dont la DGSE. Oui, j'en témoigne maintenant après coup, retiré des affaires. On a une vraie communauté du renseignement qui coopère. Après, la coopération, c'est là où parfois on a des zones de recouvrement. Il peut arriver que la DGSE a une zone de recouvrement avec la direction du renseignement militaire, et parfois une même autorité aura à la fois une note de la DGSE et une note de la direction du renseignement militaire. Bon, après, si les notes sont un peu divergentes, c'est aux autorités représentantes de chacun de ces services d'en discuter. Après, vous évoquiez le sujet amis-ennemis, et aussi le sujet des coopérations. Au niveau national, en termes techniques notamment, je vais vous faire un petit cours, là moi je suis pas un stratège du renseignement, je suis plutôt un tacticien. On a des plateformes, notamment en termes de ce qui est issu du recueil, qui permettent à différents services de tirer parti de ce que leur donnent d'autres services. C'est des plateformes quasiment automatisées. Je vais vous donner un exemple tout à fait concret. Dans le renseignement, par exemple militaire, on raisonne par niveau d'autorité. Un colonel commandant un régiment, il a besoin de son renseignement avec ses moyens en propre, et il est aussi abreuvé de renseignement par un renseignement d'un échelon supérieur. Allez, je vais prendre un exemple de renseignement d'un niveau d'un régiment, et là je vais pointer positivement la communauté du renseignement. Le chef de corps d'un régiment d'infanterie, comme le premier tirailleur que j'ai eu l'honneur de commander, il peut très bien avoir un renseignement issu de ses propres moyens de recueil. Il peut lui arriver du renseignement par le haut qui arrive de moyens dits spécialisés, des unités spécialisées de l'armée de terre ou etc.
il peut aussi recevoir un renseignement qui l'intéresse directement, j'allais dire, qui est de la tranchée adverse, qui provient d'un capteur de la DGSE, à travers un système de plateforme de moyens de recueil mis en communauté et de systèmes pour abreuver en renseignement ceux qui en ont besoin. Après amis-ennemis, l'Afghanistan, le retour à la guerre. L'Afghanistan, pendant l'époque du président Sarkozy, le président de la République décide globalement que la France rentre un peu plus dans l'OTAN. Simultanément, la France s'engage dans des zones un peu plus sensibles en Afghanistan. Elle rentre dans le commandement militaire. Voilà, qu'avait quitté le général de Gaulle en son temps de président de la République. Donc la France décide de prendre la responsabilité de zones d'engagement dangereuses. Elle y mène des opérations militaires. Et c'est là qu'on voit arriver de grandes coopérations dans différents clubs interalliés militaires, globalement dirigés par les Américains. À cette occasion-là, un service comme la direction du renseignement militaire, mais aussi la DGSE, il y a au moins ces deux services-là, et aussi les forces spéciales, ont beaucoup appris au contact du renseignement américain, beaucoup. Globalement, au Sahel, la mécanique du renseignement qui a été mise en œuvre par la France au Sahel ressemble beaucoup à une mécanique qui a des moyens américains, en quelque sorte, en ressemblance. Il n'empêche, on a beaucoup appris, on a été grandement aidé par du renseignement américain en Afghanistan. Il n'empêche, souvenez-vous qu'à cette époque, on entend parler de monsieur Snowden, qui, lui, dévoile que les Américains ne sont pas forcément, systématiquement et pour tout, nos amis. Voilà, donc on perçoit un peu la complexité de l'univers du renseignement. Philippe Hayet, le renseignement aujourd'hui, c'est d'abord le terrorisme. Au lendemain des attentats de Moscou, c'est difficile de dire autre chose, mais la réalité, c'est qu'il faut se garder de ses émotions. C'est une affaire importante et elle mobilise à juste titre et l'opinion et surtout les dirigeants et les services concernés. Et donc, il y a des coopérations, vous pouvez l'imaginer, à l'heure qui est maintenant, qui se nouent, qui se renouent, qui se renforcent, qui s'intensifient autour de cet attentat, retour du djihadisme transnational, on pourra en parler. Bon. Mais le terrorisme, si on prend un peu de distance, est une menace parmi d'autres. Et c'est ce qui fait la différence avec la période, le quart de siècle qu'on vient de vivre. Et donc il faut, alors la liste est longue, mais une expression assez facile que j'aime employer d'un officiel américain du renseignement, c'est dire vous avez passé votre temps à combattre un dragon, maintenant il faut vivre dans une jungle infestée de serpents. Voilà. Ou alors dire à plusieurs têtes, si on veut, voilà, être un peu plus mythologique. Et c'est ça. Et donc le terrorisme demeure, bien entendu, le terrorisme domestique, le terrorisme transnational, plusieurs formes de terrorisme. Mais et Jean-François Guéraud pourra le dire mieux que moi, le crime organisé, dont il est un spécialiste, le retour des menaces, évidemment, des puissances étatiques, et pas seulement en termes d'espionnage, donc de contre-espionnage. Donc vous avez, c'est tutti frutti. Hein, vous avez toute la gamme qui est ressortie. Hein, donc il n'y a pas un changement. Et la difficulté que nous avons pour orienter nos efforts, au-delà de l'investissement qui est fait, comme ça a été dit, il n'y a pas une polarité particulière. On ne peut pas troquer le terrorisme contre l'espionnage. On est tous azimuts aujourd'hui, Jean-François Guéraud, parce qu'on n'a pas employé le mot cyberterrorisme. Et c'est évidemment une menace importante pour tout le monde. Alors, le terrorisme est la menace la plus visible et c'est évidemment la priorité. Mais il faut quand même bien souligner, comme l'a dit à juste raison Philippe Hayet, qu'il y a aujourd'hui une diversité de menaces qui sont traitées. La plupart sont relativement peu visibles, mais le fait qu'elles ne soient pas visibles ne signifie pas que nos services ne travaillent pas de manière constante, permanente sur ces sujets. Et en effet, la grande différence avec la guerre froide, c'est que dans la guerre froide, il y avait une menace de niveau stratégique. C'était clair. C'était les pays du pacte de Varsovie, le communisme, une menace unique d'ordre militaire et idéologique. Et depuis la fin de la guerre froide, il y a en effet une multiplicité de menaces et d'acteurs de ces menaces, à la fois étatiques et non étatiques, qui font que les services de renseignement doivent gérer tout un tas de situations quasiment de niveau comparable. Et des menaces technologiques. Je reviens un instant sur la cybersécurité. Je veux dire, il y a 30 ans, la menace cyber n'existait pas. Il n'y avait pas d'ordinateur ou ils étaient moins importants qu'ils ne le sont aujourd'hui dans notre vie quotidienne et dans la vie de tout le monde. C'est une menace supplémentaire, une menace technologique qui n'existait pas il y a quelques années, bien évidemment. Et il y en a d'autres comme celle-ci. Oui, il ne faut jamais confondre les acteurs de la menace et les outils de la menace.
derrière le cyber, vous avez des acteurs de la menace, des États ou des organisations. Et évidemment, à chaque époque, il y a de nouveaux acteurs et de nouveaux outils. Est-ce que ça veut dire, la réponse me paraît évidente, c'est qu'il faut en permanence s'adapter? Bien sûr qu'il faut s'adapter. Il faut s'adapter aux technologies, il faut s'adapter aux menaces. Le cyber est un vecteur, un outil, mais un vecteur de tas d'entités qui cherchent à nuire à notre sécurité. Vous savez, on n'a pas prononcé ces mots et sans être proche des textes, mais le renseignement en France, il sert à deux choses qui sont dites dans les textes officiels. Il cherche à protéger notre sécurité nationale, et donc on peut définir ça comme on veut. C'est aussi d'ailleurs une notion d'origine américaine, et il sert à protéger nos intérêts fondamentaux, les intérêts fondamentaux de la nation. Voilà. Et donc, peu importe d'où, peu importe par quel vecteur, on pourrait, l'actualité, le président de la République était à Marseille il y a quelques jours, on pourrait s'interroger, c'est un sujet de réflexion interne d'ailleurs, de savoir si au bout d'un moment, il ne faudra pas un service de renseignement anti-drogue. Tellement la drogue devient un phénomène, etc. On peut en discuter, il y a des avantages et des inconvénients, je ne dis pas qu'il faut le faire. Mais, vous voyez, donc c'est la montée en puissance, je crois que c'est assez attesté de cette menace qu'est la drogue organisée et par des organisations transnationales, structurées. Regardez ce qui se passe aussi en Guyane, puisque là aussi le président de la République y est, peut conduire à adapter les techniques, les postures et même les organisations à cette menace. Alors, c'est pas, en tout cas, Jean-François Garot, c'est la première fois que cette menace, elle est si multiple. On a évoqué évidemment le terrorisme, les menaces étatiques. Avant, c'était simple. Du temps de la guerre froide, il y avait une menace étatique. L'ennemi était clairement défini. Il était gigantesque. Il pouvait faire peur, mais on savait à qui on avait affaire. Voilà. Aujourd'hui, c'est d'une complexité. On l'a un petit peu évoqué, mais c'est d'une complexité infinie, infernale. Le monde de la guerre froide était un monde dangereux, mais stable et compréhensible. Depuis la fin de la guerre froide, on est rentré dans l'ère chaotique, au sens grec du terme. C'est donc un monde instable avec une multitude d'acteurs menaçants. Et en effet, à ce titre, les services de renseignement doivent travailler en parallèle sur tout un tas de situations. Et c'est ce qui nous donne une époque particulièrement complexe. C'est un vrai défi, Philippe Hayet, pour le monde du renseignement français. Bien sûr, mais sans faire trop d'histoire, on a connu cette réouverture du champ, pour parler autrement. C'est effectivement la fin de la guerre froide. Ceux qui œuvraient au début des années 90, et notamment dans le monde anglo-saxon, se souviennent à quel point les services étaient désemparés et que les gouvernements ont désinvesti au motif que l'ours soviétique avait disparu, et il y avait des crises en Afrique, il y avait des crises au Moyen-Orient, etc., mais que... c'était secondaire, des crises régionales. Et le renseignement américain, et il s'en est bien mordu les doigts au moment du 11 septembre 2001, renseignement britannique, renseignement allemand, la France est très différente, et c'est intéressant de regarder pourquoi, a désinvesti. Bon. Quelle est la différence entre cette perte de l'ennemi principal, si on peut raisonner par parallélisme entre l'Union soviétique, la menace soviétique, et la menace du terrorisme transnational djihadiste, qui n'a pas disparu, c'est le fait que les autorités sont à bord et que les citoyens sont à bord. Et donc, que nous ne sommes pas du tout dans cette logique de désinvestissement, au motif que de tout, etc. Donc, il y a la nécessité, en effet, d'organiser cette lutte multi-théâtre, si je puis dire. C'est l'objet des instruments que Jean-François Garot pourrait évoquer, qui sont une stratégie nationale que nous avons, qui sont un plan national d'orientation du renseignement qui est validé par le président de la République et qui cadre à la fois les priorités et qui permet, on parlait de chef d'orchestre, les services d'œuvrer en fonction de leur capacité sur tel ou tel segment du dit plan national. Voilà. Donc je crois qu'il n'y a pas de raison, il ne s'agit pas d'avoir une espèce d'assurance absolue, mais il y a quand même un progrès, une culture, une acculturation du renseignement, en France spécialement, parce que ce couple entre l'autorité, le pilotage, la compétence des services, les moyens qui leur sont donnés, et les systèmes de contrôle, on en parlera si vous voulez, fait que je crois qu'on a un renseignement en bon état. Alors vous évoquez, Philippe Hayet, le fait que dans le domaine du renseignement, la France n'a pas misé sur le dividende de la paix. C'est au moment où beaucoup de pays misaient sur le dividende de la paix et ont baissé la garde, je crois qu'on peut s'exprimer comme ça, que la France a pris conscience de la nécessité du renseignement et que, paradoxalement, elle est montée en puissance. Absolument. Alors, pour des raisons, oui, c'est tout à fait vrai, le général Land pourra confirmer, c'est l'effet de la guerre du Golfe. Le renseignement militaire a eu un effet directeur à ce moment-là, la création de la DRM, le satellite Helios, un certain nombre d'éléments, la modernisation, la DGSE a acquis des compétences techniques au même moment, dans les années donc après 90, donc quand effectivement on investissait ailleurs, et donc de manière très heureuse, peut-être un peu tardive, parce qu'il y avait un sous-investissement antérieur tant dans l'enseignement militaire que dans l'enseignement extérieur. Il y a eu un effet de compensation qui fait que quand nous sommes arrivés en 2001, et ça je peux témoigner cette période, les services français étaient en bon état par rapport aux services américains ou britanniques, et nous avons pu nous engager dans la bataille de la lutte contre le terrorisme transnational, y compris en Afghanistan, dans des conditions tout à fait honorables. Alors je vais être un peu caricatural, Jean-François
François Garot, je m'en excuse dès maintenant. Avant le monde du renseignement, c'était en gros les baroudeurs, et puis là, il y a eu une évolution technique, les satellites d'observation et d'écoute dont le général Dran a mentionné à plusieurs reprises, et puis une montée très importante en matière de technique. Oui, alors il ne faut pas caricaturer le passé, parce que je pense que si vous regardez ce qu'a été l'histoire du renseignement en France dès les années 30, dès l'entre-deux-guerres, c'est une histoire prestigieuse, hein. Le SR, puis le BCRA, ou le SDEC, ou la DST. Voilà, on avait affaire à des hommes et des femmes très engagés et des services très professionnels. Donc, pas de caricature sur le passé. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'à partir des années 90, comme il a été dit, il y a eu un phénomène d'investissement, des moyens considérables qui ont été mis petit à petit avec un phénomène d'accélération dans les années 2000, sous le double aiguillon, en effet, de la lutte contre le terrorisme et des opérations extérieures. Et depuis cette époque, il y a un investissement humain, technique, financier et juridique absolument caricatural, qui fait qu'aujourd'hui, la France dispose d'un dispositif de renseignement sophistiqué et d'une très grande maturité. La France, dans le monde occidental, a un univers du renseignement qui compte. Oui, bien sûr, parce que la France a beaucoup investi ces dernières décennies en matière de renseignement. Pourquoi ? Il y a eu une prise de conscience dans la classe politique française que le renseignement, c'est à la fois un outil de souveraineté, faire qu'on soit autonome dans nos décisions, c'est fondamental. Décisions en particulier diplomatiques et militaires. Et puis c'est aussi un des meilleurs gardiens de nos libertés et de la démocratie. Pendant très longtemps, il y a eu une image, celle que vous avez évoquée, celle de la barbouzerie. On pensait que le renseignement était quelque chose de dangereux pour les libertés publiques. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, en réalité, parce que le renseignement a été normalisé, on se rend compte que le renseignement est un outil absolument fondamental pour défendre la démocratie française. Général Dran, vous vouliez intervenir. Pour compléter la panoplie des besoins du renseignement. En quelque sorte, vous évoquiez l'augmentation des menaces qui, en quelque sorte, amène aussi à une augmentation des moyens de renseignement. Alors, j'ai peut-être pas utilisé le terme menace, mais je vais rebondir sur les propos des deux autres orateurs sur le volet souveraineté française. La France est un pays qui se veut être souverain. Ça revient souvent dans le discours de nos politiques de différents bords. Et dans la souveraineté, il y a aussi la souveraineté et la puissance économique. Là aussi, on a changé d'attitude. D'ailleurs, on n'osait pas le traduire en français, où on utilise encore le terme intelligence économique, qui est en réalité, on a gardé le terme anglo-saxon, qui est l'intelligence, qui veut dire renseignement en anglais. Ce qu'on appelle le renseignement économique, c'est aussi on a clairement une augmentation du besoin en France pour, appelons un chat aussi, gagner des contrats contre des adversaires économiques. Et là aussi, ça augmente encore quant aux besoins de nos autorités, de nos industriels en renseignement. Alors, avec un travail de communauté et selon aussi un respect des périmètres pour les services considérés. Alors, quand on travaille dans le renseignement, il y a forcément un peu de frustration parce qu'on ne parle jamais des succès, on ne parle que des échecs, Philippe Hayet. Ça fait partie de la discipline. Si on veut avoir la gloire, il faut choisir un autre métier. Toréador, par exemple, on a la lumière. Mais l'essentiel, c'est que les autorités sachent, y compris d'ailleurs nos parlementaires, par exemple, quels sont les succès que ce que le renseignement a pu apporter. Il n'y a pas besoin de faire de la publicité pour ça. Alors, de temps en temps, le renseignement a failli. Par exemple, le 21 février au soir, il y avait beaucoup d'observateurs et des gens du monde du renseignement qui ne prévoyaient pas, qui n'avaient pas vu que le lendemain matin, la Russie allait envahir l'Ukraine. Ou autre exemple, en Israël, pays où le renseignement est très développé, semble-t-il, paraît-il. En tout cas, les renseignements israéliens n'ont pas vu venir le massacre du 7 octobre perpétré par le Hamas. Oui, parce qu'on n'a toujours pas décidé de savoir si c'était une science ou un art, le renseignement. Et précisément l'analyse en fonction des ingrédients qui sont fournis. Dans le cas que vous évoquez sur l'Ukraine, ça a été dit par les responsables des services français, je crois qu'on avait une assez bonne appréciation des capacités et du fait que, c'est une affaire de renseignement militaire, que le président Poutine massait des troupes, faisait des exercices, etc. Donc il y avait un risque assez fort que ces troupes franchissent la frontière. Mais en revanche, personne n'était dans le cerveau du président Poutine. Ça se saurait s'il y avait des libérations à Moscou, au Kremlin. Et donc, voilà, c'est un calcul, un pari. Et vous savez que nous étions pour parler au plus haut niveau avec lui, pour tenter de le dissuader
Donc bien malin qui, au fin fond d'un service, pouvait dire, compte tenu des modes de décision du Kremlin. Sur la situation de Gaza et d'Israël, c'est autre chose que d'ailleurs qui rappelle un terrible souvenir aux services israéliens, qui ont une bonne réputation, un peu écornée finalement par cette affaire. C'est le Kippour, la guerre du Kippour en octobre 73, et également une faillite des services israéliens qui a donné lieu à beaucoup de reconstructions d'ailleurs du renseignement israélien. C'est ce qu'on appelle le wishful thinking, c'est-à-dire qu'en fait les services israéliens se sont peu à peu convaincus que le Hamas ne disposait pas des capacités militaires, non pas que les Israéliens soient absents, ils vont très présents ça, et donc il y a une espèce d'a priori, qui, vous savez, enfin je me tourne vers le général, mais il ne faut jamais mépriser son adversaire, il ne faut jamais sous-estimer son adversaire. Voilà, c'est ce qui s'est passé pour faire simple. Hein. Et rassurez-vous, il y aura des commissions d'enquête à la Knesset qui permettront d'établir tout ça. Vous vouliez réagir, Jean-François Guiraud ? Oui, il faut toujours se montrer très prudent et très modeste dans l'appréciation des situations historiques, parce que parfois ce ne sont que plusieurs décennies plus tard, une fois qu'on a déclassifié les documents, que l'on sait réellement ce qui s'est passé, et tous les pays connaissent à un moment donné leur 11 septembre ou leur 7 décembre 41, c'est-à-dire leur surprise stratégique. Par ailleurs, et la distinction me semble importante, il faut toujours bien distinguer ce qui relève d'un échec des services de renseignement de l'échec de l'utilisation des renseignements. On a un merveilleux exemple en France dans les années 30, le service de renseignement, le SR, lisait à livre ouvert dans les plans de l'état-major allemand. Les services français savaient tout des plans de l'Allemagne nazie, et pourtant ces renseignements n'ont servi à rien parce qu'à l'époque, la haute hiérarchie militaire et politique n'a pas voulu les utiliser. Donc ne faisons pas porter aux services de renseignement un fardeau parfois un peu trop lourd et qui n'est pas le leur. Je vais les défendre. Alors, on arrive un peu au terme de cette émission, de ce podcast. On vient de voir, je crois qu'on a tous compris que le renseignement était un outil nécessaire dans la conduite des affaires de l'État. Il peut être aussi un outil qui peut être dangereux en démocratie dans la mesure où il peut être très intrusif dans la vie des citoyens, voire violer l'intimité des personnes. Philippe Aïeb, c'est un peu le thème de votre ouvrage. Comment articuler renseignement et démocratie dans un État démocratique? Alors, il a été dit déjà que le renseignement peut être un facteur démocratie, un soutien de la démocratie. C'est vrai, le renseignement est une arme indispensable à la survie des démocraties occidentales, mais c'est une arme dangereuse pour elle-même. Bon, et l'histoire là aussi, qu'on peut interpréter de mille manières, montre qu'il y a toujours une tentation d'utiliser par une autorité politique, y compris en France, il faut dire les choses, de se servir de cet outil performant, qui a des capacités propres, etc., à des fins qui ne sont pas les fins prévues. Et donc c'est pour ça, un peu à l'image de Gulliver qu'il faut empêtrer, que le renseignement doit être encadré, doit être contrôlé, et il l'est d'ailleurs. Mais dans toutes les démocraties se pose le problème de l'équilibre entre les moyens de plus en plus puissants qu'on donne, y compris sur le plan technique, le pilotage de plus en plus actif de ces outils, et donc les divers contrôles, et ils sont de diverses natures, parlementaires par exemple, qu'il faut mettre en place dans une démocratie pour qu'elle reste une démocratie. Alors c'est relativement récent, le Parlement contrôle les services aujourd'hui, a posteriori. Alors il y a en France depuis 2007 une délégation parlementaire du renseignement, qui est constituée à la fois de sénateurs et de députés. C'est une institution qui n'empêche pas les services de renseignement de travailler. Les services de renseignement sont tout à fait heureux d'avoir des interlocuteurs au Parlement, car il faut en permanence informer pour, en quelque sorte, éduquer nos parlementaires pour qu'ils comprennent les missions des services de renseignement. Et on peut dire que depuis 2007, la relation entre cette DPR, le Parlement et les services de renseignement est une relation simple, calme, sans nuages. Philippe Aïeb, c'est vous qui allez avoir le mot de la fin. Est-ce que la législation aujourd'hui, elle est un garde-fou suffisant? Jamais. Elle l'est, mais elle doit évoluer. Et donc la loi que vous évoquez 2015 a été d'ailleurs modifiée 10 fois depuis. Ah oui. Donc c'est une construction permanente. Et donc elle le sera encore parce que le monde évolue, les techniques évoluent. Voilà. Et donc je crois qu'il faut garder cette prudence. Il faut être à la fois rassuré par le fait que le renseignement français est sous contrôle, mais que nous avons, et il est trop tard pour l'évoquer, mais bien des possibilités de perfectionner, d'adapter, par exemple, à l'importance de la coopération internationale, transnationale, ce contrôle qui n'incombe pas simplement au Parlement, mais à diverses instances. Voilà. Et puis l'Europe regarde, puisque nous sommes... Qu'est-ce que le sujet de l'Europe du renseignement? C'est que le premier facteur de l'Europe du renseignement, c'est l'existence de 2 cours européennes de justice qui ne manquent pas de prendre des décisions parfois à l'encontre de nos positions si nous ne sommes pas dans cette conformité par rapport à la Charte européenne des droits de l'homme. Encore un petit mot, est-ce que la coopération européenne en matière de renseignement est suffisante?
Est-ce que la confiance est réelle ? Elle est utile, elle doit pas être exclusive bien entendu. Plus l'Europe s'élargit, plus il est difficile de partager. Vous parlez de partage de secrets. Voilà, il existe des structures à Bruxelles, il existe des outils propres, y compris sur le plan satellitaire. Bon, voilà, donc il faut aller dans cette direction. Mais si on veut bien s'accorder sur le fait que le renseignement est une affaire de souveraineté, il faut reconnaître aussi les limites de l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui. Oui, l'Europe n'est pas un État. Merci. C'est le mot de la fin de ce numéro de Pensée stratégique. Jean-François Guéraud, Philippe Ayé, Général Bruno Audran. Merci à tous les trois d'y avoir participé. Rendez-vous dans un mois pour un nouveau numéro de Pensée stratégique, le podcast de l'Acadème et de la DICOT. Et en attendant, c'est à vous de penser stratégique. Au revoir.